merci à vous d'être venus ce soir. Donc, je vais parler de la seconde vers une redéfinition. Et pour compléter ce qu'a dit Maglone, donc cette conférence s'inscrit dans un cycle plus large qui est sur l'ensemble des unités de base du système international, organisé par le Laboratoire national de métrologie et d'essais, motivé notamment par une redéfinition assez importante du système international qui doit avoir lieu cette année. Donc dans ma présentation, je vais aborder les sujets que vous voyez ici, pas forcément toujours dans l'ordre, il y aura des allers-retours, donc le système international d'unité un petit peu, les principes de la réalisation de références de fréquence et de temps, vous donner un goût de la physique des étalons atomiques de fréquence. Je mentionnerai des grandes applications très importantes, donc la réalisation du temps atomique international et très brièvement la navigation par satellite, bien qu'il y aurait énormément à dire. Et puis je parlerai des étalons de fréquence optique, donc c'est une nouvelle génération d'étalons de fréquence qui pointe vers une redéfinition de la seconde. J'expliquerai comment, pourquoi, et avec ça également je parlerai de nouvelles applications. Donc le système international d'unité, il a pour objectif de disposer d'un système de mesure unifié au niveau international pour une très vaste gamme d'activités. Donc, la science, ça paraît évident, mais également l'industrie, le commerce. Quand on achète du gaz, il est important que les deux parties soient d'accord sur la quantité qu'on échange. Les enjeux financiers peuvent être colossaux. Un grand projet international où on assemble plusieurs réalisations, il faut au niveau mécanique et pour toutes les autres quantités que ça colle. Voilà le genre d'objectif qu'on se donne. Donc depuis assez longtemps maintenant, tout ça est organisé au niveau international dans le cadre de la Convention du mètre, qui a institué donc la Conférence générale des poids et mesures, le Comité international des poids et mesures, le Bureau international des poids et mesures pour assurer la coordination, s'occuper des évolutions et de faire en sorte que ce système soit une réalité, avec donc 7 unités de base donc qui sont représentées ici, et donc il y aura une conférence pour chacune des unités. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la seconde. Je disais que le cycle de conférence est motivé par la redéfinition de 2018. Alors, ça ne concernera pas la seconde. Cette redéfinition doit être adoptée en novembre par la Conférence générale des poids et mesures, avec application le 20 mai 2019. Et donc, elle concerne la masse, la température, le courant électrique et la quantité de matière. Mais néanmoins, l'idée du cycle de conférence, c'est de faire le tour des unités. Donc voilà, dans le cadre de la Convention du mètre, les instances internationales que j'ai mentionnées s'occupent typiquement d'organiser des comparaisons internationales, évidemment de faire adopter les modifications et les choix. Et puis, il y a des instituts nationaux de métrologie dans les pays. Donc, le Laboratoire national de métrologie pour la France, c'est le LNE, qui réalise et diffuse les références nationales et qui participe aux comparaisons internationales, ce qui permet d'assurer ensuite la cohérence de l'ensemble du système, pourvu qu'on dissémine vers tout un tas d'utilisateurs. Et donc, c'est de cette manière, par exemple, que ensuite des industriels de différents pays sont d'accord sur les quantités qu'ils manipulent, les choix qu'ils font, et qu'à la fin les fusées peuvent s'assembler correctement. Et donc on va voir comment ça se passe dans le cas de la seconde et du temps, en repartant de choses vraiment les plus basiques, en remarquant que les êtres humains perçoivent des phénomènes qui semblent se répéter avec une certaine régularité, l'alternance jour-nuit, l'oscillation d'un pendule, les pulsations cardiaques ont une certaine régularité, et ainsi de suite. Et tout simplement, des événements identiques successifs peuvent être comptés
indexés. Donc un événement, c'est par exemple quand le Soleil passe au méridien, quand le pendule est à son extrémum, et cet événement revient, il peut être compté, répété. Cette suite d'événements indexés peut ensuite servir pour mesurer d'autres phénomènes, et ça fonctionne bien pourvu qu'aucune erreur de comptage ne soit faite. Et quand il va y avoir plusieurs utilisations, si on s'est mis d'accord sur l'origine du comptage, parce que l'origine du comptage, elle est a priori arbitraire. Donc voilà, dans tout ça, il y a une notion discrète. Alors si on imagine des suites d'événements comme ça, construites à partir de tout un tas de phénomènes qui sont répétitifs, extrêmement rapides, extrêmement lents, à tout un tas d'échelles, bon, on observe une certaine cohérence entre elles, et d'une certaine manière, on peut dire que c'est ce qui conduit à l'idée, la possibilité et l'utilité du temps continu, T, qu'on utilise en physique, mais finalement, on y accède par plutôt ce processus discret, comme je vais le détailler. Donc pour réaliser un intervalle de temps, on choisit un phénomène qui semble assez périodique, le plus périodique possible, et puis, donc par exemple, donnant lieu à un signal physique, on choisit le repère, le signal physique qui passe à 0, et ça donne une suite d'événements qu'on peut compter et sans jamais se tromper, et faire ainsi une échelle de temps. Alors bien entendu, la qualité de l'intervalle de temps qu'on fabrique de cette manière dépend de la stabilité du phénomène périodique choisi. Et donc, ce qui est très important donc dans ce cadre-là, c'est ce qu'on appelle les étalons de fréquence. Donc, c'est un vocabulaire que je vais utiliser tout le long de ma présentation. Un étalon de fréquence, c'est précisément un dispositif qui a été conçu pour générer un signal périodique dont la fréquence est aussi stable possible afin de l'utiliser pour faire des échelles de temps. Et dans le cadre de la construction d'un système international, etc., ce genre de choses, on souhaite que cette réalisation soit aussi universelle que possible, valable partout, accessible à tous, etc. Donc bien sûr, pendant très longtemps, le temps, y compris sa définition dans le cadre du système international, était basé sur l'observation du mouvement de la Terre, donc qui a pu se faire de manière extrêmement basique, un piquet sur le sol et l'ombre portée sur le sol. Et puis voilà, on voit du cadran solaire, ensuite l'observation des étoiles, donc là on change un petit peu de méthode, parce que là on observe le Soleil, ici on observe les étoiles, et puis voilà des méthodes de plus en plus sophistiquées pour observer les étoiles. Donc une méthode moderne très importante, c'est la VLBI, donc ça veut dire l'observation de sources lointaines dans le domaine micro-ondes, qui permettent d'observer la rotation de la Terre par rapport à ces sources très très lointaines. Et à un moment, quand les choses ont progressé, on s'est aperçu que le mouvement de la Terre avait des irrégularités. Donc il y a par exemple l'axe de rotation et le pôle de rotation qui bougent, et puis la longueur du jour qui bouge. Donc là, dans ce graphique, on ne voit pas très bien, mais la longueur du jour bouge de l'ordre de quelques millisecondes, c'est dans la gamme de la milliseconde, et accumulé au cours du temps, ça peut donner lieu à des déviations de l'ordre de 1 seconde au bout de quelques années, par exemple. Et on s'est aperçu de ça parce qu'on avait des meilleures références basées sur le temps atomique. Et donc c'est ça qui a conduit à l'adoption du temps atomique lors de la 13e conférence générale des poids et mesures. Donc en 67-68, il y a eu deux sessions à cheval. Donc c'est ce dont je vais parler maintenant. Alors il faut voir que pour tout un tas d'applications, l'astronomie, les activités spatiales, etc., c'est très important, malgré tout, de continuer à mesurer très très précisément les paramètres d'orientation de la Terre. Simplement, maintenant, ça ne sert plus pour la référence de temps. Donc là maintenant, le temps atomique. Quels sont les principes de base du temps atomique? Les atomes, vous savez sûrement que c'est un petit édifice stable donné par la nature de particules élémentaires.
qui se trouve avoir des niveaux d'énergie discrets qui sont décrits par la mécanique quantique. Donc ça, c'est une propriété extrêmement générale, c'est vrai pour tous les atomes et même toutes les molécules, le fait d'avoir des énergies discrètes, et il y en a toute une foultitude, enfin un nombre infini d'énergies discrètes dans les atomes. Et de manière aussi générale, à chaque différence d'énergie, on peut associer une fréquence via la relation de Planck et la constante H, la constante H qui va être fixée dans le cadre de la redéfinition qui vient. Et donc, vu comme ça, on peut dire chaque atome porte en lui, d'une manière qui est vraiment donnée par la nature, donc ce n'est pas quelque chose qui est fabriqué par l'homme, contient tout un tas d'oscillations, donc ces fréquences de bord qui, a priori, pour un atome non perturbé, sont parfaitement stables et universelles, c'est-à-dire deux atomes ici ou de l'autre côté de la Terre ou à l'autre bout de l'univers sont identiques quand ils sont de la même espèce. Les atomes ne s'usent pas, ne vieillissent pas, contrairement à tout dispositif fabriqué par l'homme ou quelque chose d'aussi complexe que la Terre qui justement évolue. Et donc c'est ça qui donne lieu à la définition actuelle de la seconde du système international. Donc là, je l'ai mise avec l'ancienne et la nouvelle formulation, parce que bien que la seconde ne soit pas redéfinie en 2018, il y a une reformulation généralisée des choses. Donc là, la définition qui a cours actuellement, c'est la seconde et la durée de 9.192.631.1670, période de la radiation correspondant à la transition entre deux niveaux hyper fins de l'état fondamental de l'atome de césium-133. Voilà. Et sans que ça change rien, la nouvelle formulation, qui prendra effet en 20 mai 2019, sera le système international d'unité et le système d'unité dans lequel la fréquence de la transition hyperfine de l'état fondamental de l'atome de césium-133 non perturbé, noté delta nu césium, est 9.770 Hz, etc. Je mets etc. parce que formulé comme ça, on décrit tout le système en fixant les autres constantes. Donc la fréquence delta nu du césium apparaît comme une constante qui est fixée comme les autres, mais à nouveau, c'est un changement uniquement de la formulation. Donc l'atome de césium, c'est un atome 133 qui a 55 électrons et un noyau comportant 55 protons et 78 neutrons. Donc voilà, il y a un diagramme de niveau qui ressemble à beaucoup d'autres, plein de niveaux. Si on s'intéresse à l'état fondamental et qu'on zoome énormément, en fait, on voit qu'il y a deux niveaux qui sont très proches par rapport à l'échelle globale de toute cette structure. Et cette séparation de niveaux est liée au fait que le noyau et l'électron externe de l'atome portent un petit moment nucléaire ça se comporte comme un petit aimant. Ils interagissent l'un avec l'autre et par conséquent l'énergie de l'atome est un peu changée selon que les aimants sont alignés ou anti-alignés. Donc c'est pour ça qu'on a deux niveaux d'énergie, et ces deux niveaux d'énergie qui ont des bonnes propriétés sont ceux qui ont été choisis pour la définition de la seconde en décrétant que la fréquence de cette transition c'est ce chiffre-là exactement. Voilà le principe de base de la définition. Donc le césium, c'est métallique à température ambiante. Voilà comment ça se présente dans une petite ampoule. Après, pour l'utiliser, je vais expliquer, on l'utilise sous forme de gaz. Donc ça paraît un concept extrêmement simple qui reste tout à fait d'actualité, même avec la nouvelle génération dont je vais parler. Et malgré la simplicité de ces idées-là, utiliser des atomes pour obtenir un signal périodique, pour en faire une échelle de temps et l'utiliser, c'est quelque chose qui a des connexions extrêmement riches. Donc évidemment, c'est associé à l'exploration des systèmes atomiques interagissant avec des champs électromagnétiques.
Et on s'aperçoit qu'en fait, améliorer la performance des étalons, d'une part, permet de révéler des nouveaux phénomènes et constitue un moyen de les étudier. Assez naturellement, quand on réalise une échelle de temps, on a l'outil pour sonder la structure de l'espace-temps et les lois fondamentales. Donc l'espace-temps, c'est notamment régi par la relativité générale d'Einstein. J'en parlerai un peu plus en détail. Et ça permet aussi de tester les lois fondamentales et de contribuer à la quête de grandes problématiques actuelles de la physique, hein, la recherche d'une théorie unifiée de toutes les interactions, la recherche de ce qu'est la matière noire, ce genre de choses. J'expliquerai plus en détail comment évidemment les étalons de fréquence et les méthodes qui vont avec sont des technologies clés pour des infrastructures majeures dans le monde moderne, donc l'unité de base du SI, la référence de temps universelle, la navigation par satellite, etc. Ce sont des recherches qui aussi suscitent et permettent l'innovation dans tout un tas de domaines. Je ne rentre pas dans les détails, mais à la fois ça motive de pousser certaines technologies qui ensuite ont leur utilité propre. La recherche sur les étalons de grande exactitude permet aussi de bien comprendre la physique pour ensuite faire des compromis pour des instruments qui utilisent les atomes, la spectroscopie atomique, les horloges bien sûr, les gravimètres, etc. Et comme je l'expliquerai à la fin, la précision accrue aussi conduit en elle-même source de nouvelles applications. À partir du schéma de base, donc, on a cette idée que les atomes sont en gros des références parfaites. Alors elles ont quand même quelques inconvénients, notamment c'est un système microscopique, donc on se rend bien compte qu'on ne peut pas utiliser ça directement. Donc un étalon atomique de fréquence, finalement, c'est le dispositif qui permet de générer un signal utile. Et ça obéit à une architecture dans l'écrasante majorité des cas qui est comme suit. Donc on fabrique un oscillateur macroscopique, donc fabriqué par l'homme, donc qui va vieillir, etc., qui en général n'a pas du tout de caractère justement absolu universel. Bon, on fait du mieux qu'on peut, mais son intérêt ici, c'est qu'un oscillateur macroscopique, ça génère un signal macroscopique utilisable. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prélève une partie du signal pour interroger les atomes, la transition choisie, les atomes répondent, produisent une réponse qui permet de corriger, et donc ça permet d'obtenir un signal utile qui est calé, piloté par les atomes. Donc ça passe par justement observer cette réponse, donc c'est ce qu'on appelle faire la spectroscopie de la transition. Quand on colle à la transition, on a un gros effet, on change l'état atomique fortement, ce qui n'est pas le cas quand on est à côté. Il y a un facteur très important pour caractériser l'étroitesse de la transition, c'est le facteur de qualité atomique, donc c'est simplement la largeur de l'arrêt par rapport à la fréquence. Donc le facteur de qualité atomique, en gros, s'il y a 0 et la fréquence, c'est combien de fois on peut caser la largeur avant d'arriver à 0. Et donc on s'en rend bien compte que plus la largeur est petite, plus on peut caser de largeur, plus le système est discriminant. Donc le facteur de qualité atomique, on veut qu'il soit le plus élevé possible. Donc une fois qu'on a fait ça, l'étalon de fréquence génère donc un signal électromagnétique, comme j'ai dit, qui est calé sur la transition atomique. Donc si on appelle ça la transition atomique non perturbée, bon, malheureusement, dans la vraie vie, on n'est jamais parfait. Il y a un décalage et il y a des fluctuations parce que quand on mesure, il y a toujours du bruit. Voilà, une vraie mesure, il y a toujours du bruit. La connaissance du décalage, c'est ce qu'on appelle l'exactitude. C'est finalement la chose qui dit à quel point on sait coller la transition atomique. Même s'il y a un décalage, mais qu'on le connaît très bien, c'est pas grave, on corrige. Ce qui compte, c'est l'incertitude sur le décalage. Et puis, les fluctuations, ça limite la vitesse à laquelle on peut mesurer avec l'étalon. Donc, dans la suite, je vais parler justement d'exactitude, d'incertitude, de stabilité relative. Donc, ça concerne la valeur de epsilon et un chiffre typique
c'est 10-15. Donc 10-15, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire 1 sur 1 avec 15 zéros, donc ça veut dire 1 millionième de milliardième. Donc c'est quelque chose de tout petit, mais les étalons atomiques de fréquence permettent de contrôler les choses à ce niveau. Donc si c'est 10-14, c'est 10 fois plus, si c'est 10-18, c'est encore 1000 fois mieux que ça. Voilà, donc j'utiliserai pas mal ces chiffres-là pour dire où on en est. Donc, ensuite, voilà, il y a un gros travail quand on s'intéresse aux étalons atomiques de fréquence pour améliorer, c'est-à-dire diminuer le bruit et pour connaître l'incertitude, et c'est là qu'il faut s'occuper de tout un tas d'effets physiques. Donc là, je ne vais pas rentrer, bien entendu, dans tous les détails, c'est totalement impossible, mais je voudrais quand même faire remarquer quelque chose d'important. Donc, une des choses importantes, c'est que avec la structure interne qu'on a vue, on a cette idée qu'il y a des niveaux discrets. Simplement, il y a quand même quelque chose qui gâche un peu tout ça, c'est qu'il y a aussi le mouvement externe, donc il y a l'énergie cinétique, et a priori pour des particules libres, l'énergie cinétique elle peut prendre n'importe quelle valeur. Donc on aurait rêvé d'avoir quelque chose de complètement discret, en fait on doit quand même travailler avec un continuum. Donc le mouvement externe des atomes a des tas d'inconvénients. Si les atomes bougent, ça limite la durée d'interrogation dans le dispositif, parce qu'au bout d'un moment, les atomes finissent dans le mur. Et puis, il y a tout un tas d'effets autres. Je ne rentre pas dans le détail de tous, mais il y en a peut-être un qu'on connaît bien, c'est l'effet Doppler. Donc l'effet Doppler, c'est ce qui fait que quand une voiture passe devant nous à vitesse constante, le bruit fait parce que il y a un mouvement entre l'émetteur de l'onde et le récepteur de l'onde. Et donc la même chose se produit si les atomes bougent par rapport à l'onde qui les interroge, ça biaise le processus. Et donc pour des atomes chauds à température ambiante, ici, les atomes ils vont à 100 mètres par seconde, ça veut dire que cet effet est 10-6. Alors que, je vous ai dit, on va parler de 10-15 et même mieux. Donc vous voyez que cet effet, de base, il est énorme. Donc il faut vraiment travailler dur en permanence contre ces effets, et donc en fait on peut même lire le développement des étalons de fréquence atomique comme 3 générations caractérisées par des ruptures majeures, des avancées majeures dans la manière de gérer les effets du mouvement, et j'essaierai de vous donner une petite idée de ça en décrivant ces diverses générations. Très rapidement, quelques autres exemples d'effets, notamment ceux qui sont vraiment universels. Il y a l'effet du rayonnement thermique. Donc un corps chaud émet du rayonnement. Donc par exemple le filament d'une lampe à filament émet de la lumière parce qu'il est chaud. Donc n'importe quel corps à température non nulle émet du rayonnement, et même dans la vision correcte, en fait, le rayonnement électromagnétique est lui-même un objet qui se thermalise avec son environnement. À cause de ça, les atomes sont inévitablement baignés dans le rayonnement thermique des objets qui l'entourent. Et donc, à ce rayonnement thermique correspondent des champs électriques et magnétiques fluctuants auxquels les atomes sont exposés, et donc ça produit un déplacement de fréquence. Donc ça, c'est un exemple typique, sans rentrer dans les détails, mais c'est une situation typique d'un effet où il y a un coefficient de sensibilité atomique, donc ça c'est une propriété atomique que les théoriciens savent bien calculer, et puis il y a l'effet d'un champ externe qui lui dépend de l'environnement. Donc évidemment, si la température fluctue, eh ben, ça influence l'atome et ça nous pose des problèmes. Donc il faut s'occuper de ce genre de choses. Un autre effet typique dans plein d'étalons atomiques, dès lors qu'on a un échantillon de plusieurs atomes, eh ben, par définition, ils sont à une certaine proximité l'un de l'autre. Donc ils peuvent interagir un peu, et à nouveau, on n'a plus un atome non perturbé. On n'a pas des atomes seuls non perturbés, on a des atomes qui interagissent les uns avec les autres. Donc il faut s'occuper de ça, et ainsi de suite. Bon, la liste est très très grande, et je dirais même la liste est infinie, parce que l'étalon de fréquence ne vient pas avec la liste, c'est aux physiciens d'y penser et d'essayer de ne pas se planter. Et d'ailleurs, l'histoire a montré que dans certains cas, on avait oublié ou négligé des effets,
qui auraient dû être pris en compte, en général pas par des quantités trop grandes par rapport aux incertitudes prétendues, mais bon voilà, ça fait partie du travail de savoir imaginer des choses qu'on aurait oubliées pour commencer. Voilà. Donc maintenant je vais parler rapidement un peu plus comment on fait, en commençant par la première génération. Donc la première génération utilise un jet atomique, donc ça veut dire qu'on met les atomes de césium dans un four, on chauffe, et donc ça fait un jet d'atomes, et on travaille sur ce jet d'atomes. Donc très souvent, presque toujours, il y a besoin d'une préparation. Donc il faut mettre l'atome dans l'état de départ qui nous intéresse, un des deux états, mais qu'un seul. Ensuite, on a l'interrogation, donc ça veut dire le fameux oscillateur macroscopique qu'on fait interagir d'une manière astucieuse, bien sûr, avec les atomes. Et puis derrière, on a une détection, donc on regarde les faits. Ça permet de faire la spectroscopie. Et après, quand on fait fonctionner l'horloge, on cesse de balayer. On asservit la fréquence de l'oscillateur sur la détection atomique et on a la sortie utile. Voilà. Donc dans cette génération qui utilise des atomes chauds, j'ai dit l'ordre de grandeur des vitesses c'est 100 mètres par seconde, ça fait 1 mètre et c'est ça qui détermine la largeur de raie, 100 Hz typiquement, et le facteur de qualité atomique, 10 puissance 8. Et ça, c'est ce qui dimensionne ensuite jusqu'où on peut aller avec ce genre d'étalon. Donc là, je ne rentre pas dans les détails. L'exactitude atteinte par ce genre d'étalon, c'est 5-10-15, la meilleure, et ça revient à faire une erreur inférieure à 1 heure sur l'âge de l'univers, qui est 14 milliards d'années environ. Voilà. Et donc, comment le mouvement est contrôlé dans ce genre d'étalon ? Alors, c'est le fait de faire une interaction en onde stationnaire. Donc, pour faire simple, quand il y a une seule onde et l'atome bouge, il y a un effet. Mais si on met 2 ondes contrapropagantes très bien équilibrées, en gros, on annule l'effet. Donc, c'est ça la philosophie derrière. Voilà. Par ailleurs, c'est pas montré là, mais on peut inverser le jet pour mieux connaître les effets. Et puis, il faut connaître précisément la distribution de vitesse. Donc, voilà, tout un travail. Donc, voilà, c'est une machine compliquée. Il y a plein d'instituts listés ici qui se sont lancés là-dedans à partir de la première observation de la transition dans un dispositif de ce type en 1952. Et pour donner une idée des durées de développement et d'utilisation dont on parle, à l'heure actuelle, à la PTB en Allemagne, ils ont continué, même s'il y a eu 2 nouvelles générations, de faire fonctionner 2 jets atomiques qui contribuent toujours à étanoler le temps atomique international. Bon, en ce qui nous concerne, pour aller vers des nouvelles choses, on a décidé d'arrêter en 2010. Ce qu'il faut noter, c'est que cette technologie plus compacte, donc moins performante, quand même, a donné lieu à des horloges commerciales, notamment l'horloge Hewlett-Packard, qui a changé de nom aussi, mais récemment, il y a quelques autres fabricants qui sont très importantes pour les applications commerciales et pour l'élaboration du temps atomique international, parce qu'il n'y a pas que les étalons primaires qui comptent. J'en dirai quelques mots. Alors après, il y a eu une seconde génération et là, ça illustre ce que je disais, c'est-à-dire que la seconde génération, c'est une rupture dans la manière de gérer les effets du mouvement. Et comment c'est géré? C'est en utilisant un échantillon d'atomes refroidis par laser. Donc ça a été permis par le développement du refroidissement d'atomes par laser à partir du début des années 80. Et donc là, maintenant, on passe à des distributions de vitesse de l'ordre du centimètre par seconde, donc ça veut dire qu'on a gagné 10 000 sur la distribution de vitesse. Donc, du coup, on procède un peu différemment. Avec les lasers, on fabrique une boule d'atomes refroidis qu'on lance, et pendant le vol balistique, on fait toutes les opérations, à peu près les mêmes que précédemment. Donc, une sélection, donc il y a une cavité micro-ondes et un laser pour faire la sélection. Ensuite, en aller-retour, on interagit avec l'oscillateur d'interrogation, et puis les atomes retombent
les lasers ici sont éteints, mais ceux-ci sont allumés, et avec ces lasers, on détecte l'effet. Donc c'est vraiment la même philosophie, simplement c'est replié en utilisant la gravité. Et donc là, du fait que les atomes sont beaucoup plus froids, on obtient ces franges de Ramsay beaucoup plus étroites, 1 Hz au lieu de 100 Hz. Donc le facteur de qualité atomique il est augmenté d'autant. Je ne rentre pas dans les détails, mais bien sûr la stabilité gagne en conséquence et l'exactitude aussi. Donc la meilleure exactitude atteinte par ces dispositifs, c'est de l'ordre de 2×10-16. Donc ça correspond à une erreur inférieure à 100 secondes sur l'âge de l'univers. Et donc à nouveau, c'est caractérisé pour contrôler le mouvement externe, atome froid, toujours l'onde stationnaire dans la cavité, et le retournement des trajectoires liées à la gravité. En gros, quand on avait un jet, on devait retourner à la main, faire un jet comme ça, faire un jet comme ça, et là la gravité fait le travail directement. Voilà. Donc, après l'épreuve de principe, à Stanford et au laboratoire Kassler-Brossel auquel André Clairon, donc ingénieur au LNE, travaillant à l'Observatoire de Paris, avait participé, le CIRT, donc notre laboratoire, a été pionnier pour faire vraiment un étalon primaire utilisant cette technologie en 1995. Donc voilà des exemples, ça c'est en Allemagne et ça c'est chez nous au CIRT. Donc voilà, il y a une enceinte à vide avec tout un tas de blindages, etc. pour contrôler très bien l'environnement des atomes. Et puis associé à ça, évidemment, essentiel, tout un système laser bien compliqué pour faire la manipulation d'atomes, etc. Et voilà, ce qui se passe ici a beaucoup d'influence sur ce qui se passe là ensuite. Donc maintenant, le temps atomique international, par des processus que je décrirai un peu plus tard, voilà, ont vraiment une exactitude qui est pilotée, qui est déterminée par cette génération d'étalons, et elle est vraiment, du coup, délivrée aux utilisateurs, si l'on peut dire. Localement, y compris chez nous à l'Observatoire de Paris, il y a des échelles de temps locales qui sont elles aussi pilotées de près par ce genre de dispositif. Donc ça, les labos se comptent sur les doigts d'une main. Voilà. Donc maintenant, ça c'était les étalons de fréquence, et comment on passe des étalons de fréquence aux échelles de temps. Alors premièrement, on peut se poser la question comment on vérifie un étalon de fréquence, surtout quand on pense qu'on a fait une nouvelle génération qui est meilleure que tout. Si c'est meilleur que tout, à quoi se comparer? Eh bien oui, il n'y a pas on pourrait presque dire le temps n'existe pas indépendamment d'une réalisation qu'on fait. Donc la seule solution, c'est de se comparer à un étalon du même type. Donc ça, c'est très très important toujours pour être sûr qu'on ne se trompe pas. On prend 2 étalons, ils sortent une fréquence très proche l'une de l'autre. On a des méthodes électroniques de comparaison. On observe ça, donc il y a du bruit, et puis on regarde à quel point ça colle avec 0. Si on a bien tout contrôlé, tout corrigé, ce qui avait besoin d'être corrigé, on doit être en accord. Et c'est comme ça qu'on vérifie. En général, quand on le fait, on s'aperçoit qu'on était optimiste et puis on retravaille. Voilà. Bien entendu, c'est là qu'on voit que pour ça, le bruit, ça compte. Donc la stabilité, ça dit à quelle vitesse on peut vérifier. Et si ça vérifie trop lentement, ça constitue une limite dure. Après, on ne peut pas continuer. Alors ensuite, quand on veut passer aux échelles de temps, finalement, ce qu'on veut faire, c'est on prend l'étalon, mais ensuite, on veut faire ce processus de comptage prétendument ininterrompu pour justement avoir des repères dans le temps et pas seulement une source de fréquence. Et donc, on peut faire ça et ensuite faire une comparaison en temps. Et ce qui, je trouve toujours intéressant de constater, de savoir, c'est que du fait des bruits, quand on fait 2 processus, donc 2 échelles de temps comme ça, complètement indépendantes, même si elles sont synchronisées au départ, elles finiront toujours par diverger. Éventuellement très très lentement, mais fondamentalement, elles vont finir par diverger. Donc ça veut dire faire des échelles de temps dans son coin, ça ne marche pas. Donc c'est pour ça qu'il faut choisir une référence unique conventionnelle à laquelle tout le monde se rattache. C'est ça le temps atomique international.
Donc nécessité d'une référence de temps pour avoir une référence de temps cohérente à l'échelle globale. Donc là, je vais expliquer un petit peu plus comment ça fonctionne. Alors a priori, sauf qu'on n'a pas de contrepartie pour le constater, le TAU lui-même a cette propriété de divergence par rapport à une représentation finalement trop schématique du temps, c'est-à-dire des piquets équidistants sur un axe. Mais pour autant, ça dérive que de 100 secondes sur l'âge de l'univers, donc c'est pas grave. Mais les propriétés fondamentales sont celles-là. Une autre chose qui est très importante dans le domaine des étalons de fréquence et de leur utilisation, c'est l'espace-temps courbe. L'espace-temps est modifié au voisinage des objets massifs. Et c'est la théorie de la relativité générale d'Einstein qui l'a décrit et qui est toujours la meilleure théorie universellement reconnue en vigueur pour décrire ces choses-là. Donc au voisinage de la Terre, l'espace-temps est courbé par la présence de la masse. Et un des effets, une des conséquences, c'est que quand on prend deux horloges identiques et qu'on les compare par échange de signaux lumineux, elles vont malgré tout montrer une différence de fréquence apparente qui dépend de la différence de potentiel de gravitation au niveau de l'une et l'autre des horloges. Donc si on est plus près de la Terre, le potentiel de gravitation est plus élevé que si on est loin. Donc voilà, ces deux horloges, même si elles sont complètement identiques au départ, lorsqu'elles sont l'une à côté de l'autre, elles indiquent le même temps. Lorsqu'elles sont éloignées avec une gravitation différente, un potentiel de gravitation différente, on observe une différence. Donc voilà, c'est une des choses vraiment surprenantes de l'espace-temps courbe. Mais c'est quelque chose qui reste un sujet de curiosité, mais bon, qui est aussi tout à fait vérifié, qui doit être pris en compte dans l'ingénierie des systèmes, parce qu'au niveau de la Terre, l'ordre de grandeur, c'est 10-16 par mètre. Donc je vous ai dit, la deuxième génération d'étalons, elle a pratiquement une exactitude de 10-16. Et il y a des horloges qui sont, par exemple, aux États-Unis, à Boulder, dans le Colorado. Donc elles sont à 1600 mètres d'altitude par rapport aux horloges qui sont à Paris. Donc vous voyez bien que 1600 mètres fois 10-16 par mètre, ça fait des effets énormes. Donc c'est la relativité générale, la courbure de l'espace-temps, sont des effets énormes qu'on observe avec les étalons et de fréquence et qu'il faut prendre en compte en permanence. Donc du coup, voilà, je ne vais peut-être pas rentrer plus dans les détails, mais quand on a un étalon de fréquence dans ce contexte-là, il réalise un temps qui est, je dirais, bêtement valable dans un petit volume d'espace-temps autour de l'étalon qui bouge avec lui, mais pour relier deux étalons en présence de gravité, c'est plus compliqué. Évidemment, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais malgré tout, on sait le faire, on comprend ça à un niveau très très bon. Donc inévitablement, les comparaisons de fréquences au voisinage de la Terre sont des expériences de relativité générale, et donc ça veut dire, notamment pour faire le temps atomique international, qu'il faut définir un système de coordonnées global correctement, selon les règles de la relativité générale. Voilà. Donc je ne rentre pas dans les détails, mais j'espère que vous avez compris le concept. Donc maintenant, de manière plus concrète, comment fonctionne l'élaboration du temps atomique international? Donc dans divers instituts, il y a à la fois des horloges commerciales, par exemple l'horloge AG que j'ai mentionnée, et dans quelques instituts, il y a aussi des étalons primaires, et toutes ces horloges peuvent être comparées à distance par échange de signaux ou par observation de signaux des satellites, notamment des satellites du GPS, ou par échange de signaux à travers des satellites de télécommunication. Les instituts de métrologie fournissent ces informations au Bureau international des poids et mesures, et ça lui permet d'agréger des informations d'environ 400 étalons commerciaux, et bon, de 14 ou 15 étalons primaires, mais en fait, il y en a plutôt la moitié dans seulement quelques instituts qui contribuent vraiment de manière régulière. Et donc ça permet d'élaborer
dans un processus collaboratif de mise en commun de toutes les ressources, le temps atomique et le temps universel coordonné, sachant que pour le temps universel coordonné qui est en l'état la référence finale, eh ben, le temps universel coordonné corrige de temps en temps pour les irrégularités du mouvement de la Terre, pour rester calé sur la rotation de la Terre, mais elle le fait de manière discrète, c'est-à-dire quand on risque de dépasser 1 seconde de décalage, toutes les quelques années typiquement, mais ça peut fluctuer, donc on observe et puis on décide. De temps en temps, on rajoute un décalage abrupt de 1 seconde qui n'a rien à voir avec la réalisation du temps atomique. Et donc ainsi, on crée une ressource globale pour la science et la société, et puis ça produit aussi un mécanisme de vérification voilà, de l'équivalence des réalisations qui sont faites dans les divers labos. Donc là, je donne un tout petit peu plus sur le processus. Donc dans un labo, ici je prends l'exemple chez nous, mais il y a en parallèle dans tous les autres labos, nous on a la chance, si je puis dire, d'avoir et des horloges commerciales et un ensemble d'horloges commerciales et des étalons primaires. Donc tous les mois, on envoie les informations les informations de comparaison de ces horloges par les méthodes satellitaires. On envoie les informations d'étalonnage de la marche de ces horloges par les étalons primaires. Et donc, avec ça, le BIPM agrège d'abord une échelle atomique libre avec les 400 horloges commerciales, et cette échelle atomique libre est ensuite corrigée par les quelques étalons primaires, et comme ça, on arrive à avoir quelque chose qui est à la fois fiable et très bon. S'il n'y avait que les étalons primaires, que quelques-uns, ce serait trop risqué. C'est très facile, ça arrive qu'il y ait de temps en temps très peu d'étalons primaires pour contribuer. Avec les 400 horloges, on est robuste, il peut y avoir même une panne d'électricité géante dans un pays industrialisé qui met tout par terre. Il y a beaucoup d'autres horloges pour assurer la pérennité du processus. Donc c'est ça la philosophie de ce système-là. Et puis, par ailleurs, les labos en interne utilisent leurs ressources pour faire une représentation physique. Donc là, c'est des données, c'est des informations. Ici, on fait une représentation physique qui, elle aussi, est comparée par les méthodes satellitaires. Et ça permet au BIPM donc, de calculer la différence entre chaque réalisation et l'échelle non physique, UTC, qui agrège le résultat de toutes les horloges. Et à la fin, on fait un petit pilotage, parce que comme je le disais, si on fait des échelles de manière complètement indépendante, elles finiront toujours par diverger. Donc là, chaque échelle locale, à long terme, se cale sur UTC. Voilà le processus qui permet de faire le TAI et évidemment d'avoir chaque mois l'information sur chaque représentation locale, comment elle coïncide par rapport à la réalisation globale. Et après, dans chaque pays, donc là évidemment je prends l'exemple chez nous, à partir de la réalisation physique du TC, on rediffuse à tout un tas d'utilisateurs. Donc là je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des utilisateurs de haut niveau, du style agence spatiale, agence de défense, quelques industriels, etc., avec lesquels on fait un raccordement par méthode satellitaire pour avoir quelque chose de très performant. Il y a une diffusion par grandes ondes. C'est la ex-France Inter Grandes Ondes, un signal horaire qui synchronise tout un tas de dispositifs. Maintenant, il y a via Internet, il y a l'horloge parlante, d'autres systèmes. Un labo partenaire du réseau de la métrologie, le NELTFB à Besançon, est raccordé à nous. Et en cascade, il fait des étalonnages certifiés pour tout un tas de dispositifs industriels. À partir de la référence nationale, on peut aussi, et on contribue à Galileo, à EGNOS, donc c'est un système de vérification de l'intégrité du GPS et de Galileo pour les transports, etc., etc. Donc c'est comme ça que, à la fin, les références se diffusent dans la société. Et voilà les caractéristiques typiques donc de TAI et de quelques UTC. Donc là, ce qu'on voit en fait, c'est la fréquence de l'échelle de temps TAI mesurée par les étalons primaires.
Donc encore une fois, en fait, c'est 3-4 instituts qui font ça. Bon, on est assez fiers de dire que sur les 15 dernières années, on a fait près de 40% de tous les étalonnages primaires du temps atomique international. Donc le LNE-CIRF à l'Observatoire de Paris a un poids fort là-dedans. Et là, en fait, on voit l'effet sur l'exactitude du temps atomique, donc vraiment ce qui est la ressource qui est mise en commun. On voit l'effet de l'arrivée de la nouvelle génération, c'est-à-dire les fontaines atomiques. Voilà, on est passé de là à là, donc on a gagné un facteur 10 sur l'incertitude. Et si on compare ensuite les réalisations physiques d'échelle de temps locale à UTC, voilà les très bonnes échelles de temps, dont celle de l'observatoire, donc UTC-OP, voilà, ne dévient pas plus en général que de quelques nanosecondes, des fois un peu plus, par rapport à UTC et par rapport à des réalisations similaires. Donc, par exemple, là, il y a USNO, c'est US Naval Observatory, qui sert de référence aussi pour le système GPS. Bon, PTB en Allemagne, bon, c'est les usual suspects. Voilà. La performance typique. Donc, très rapidement, avant de passer à la 3e génération, je voulais quand même mentionner une application très très importante du temps-fréquence, qui est la navigation par satellite. Donc ça fonctionne par échange et datation de signaux électromagnétiques, donc qui dans le vide se propagent à la vitesse de la lumière, vitesse qui dans le système d'unité actuel est déjà fixée. En 2018 on va fixer d'autres constantes, mais C est déjà fixé. Et donc je vous rappelle qu'une microseconde ça correspond à 300 mètres. En propagation. Donc ça veut dire que si on veut se positionner nettement mieux que ça, il faut vraiment des très très bonnes échelles de temps dans les satellites, alors qu'on ne peut pas se permettre de mettre des choses aussi compliquées que les étalons primaires. Donc en fait, il y a des horloges nettement simplifiées, mais qui sont recalées régulièrement, toutes les quelques heures, par un système de contrôle. Donc la réception de ces signaux datés par l'utilisateur permet de se positionner. Je ne décris pas plus que ça en détail, mais pour que les satellites soient à l'heure, leurs horloges sont mesurées par un système de contrôle qui lui-même a une horloge maîtresse au sol, donc ça peut être bien meilleur, c'est gros. On corrige les satellites et donc ils gardent le temps finalement à la nanoseconde près, mais pas de manière autonome. C'est grâce à l'horloge maîtresse. Et l'horloge maîtresse elle-même, elle est connectée à UTC, éventuellement via des UTCK, donc ça fait ce genre de structure. Alors cette connexion, ces connexions, elles sont elles-mêmes par des liens satellitaires. Mais voilà l'architecture. Et donc voilà les horloges, vraiment les étalons primaires les plus performants ont un rôle important dans cette application voilà, essentielle de nos jours. Donc, avec l'idée de faire progresser tout ça et puis bien d'autres choses encore, maintenant, depuis maintenant plus d'une décennie, se développe une 3e génération qu'on appelle étalons de fréquence optique. Donc, les étalons que j'ai mentionnés jusqu'à présent, c'était avec la transition du césium, donc 9,192, etc. gigahertz avec un chiffre rond par définition. Donc, ça, c'est des fréquences micro-ondes. Donc sur ces horloges-là, on utilise toujours des transitions atomiques, ça on garde vraiment le même principe, mais maintenant on utilise une transition optique, donc la fréquence est beaucoup plus élevée, 10 puissance 14, 10 puissance 15 Hz, et cette fréquence-là, donc ça correspond à de la lumière. Donc le signal de base dans ces horloges, c'est de la lumière laser dont la fréquence est très très stable. Le changement de concept concernant le mouvement, parce que je vous ai dit gérer les effets du mouvement c'est la problématique de base, là il y a un gros changement. Dans ce que j'ai décrit précédemment, les atomes étaient libres, maintenant ils sont fortement confinés. Le fait de confiner au lieu de les laisser libres, ça fait que maintenant le mouvement de l'atome, et pas seulement son état interne, le mouvement devient quantifié. Donc toujours la mécanique quantique. Donc du coup, ça veut dire que là, on se retrouve vraiment avec que des niveaux d'énergie discrets, et notamment, quand on a les bonnes conditions, on peut se retrouver entre tout un tas de transitions, on peut trouver une transition qui ne change pas le niveau externe de mouvement,
qu'on appelle la porteuse, et qui en gros est pratiquement non affectée par les effets du mouvement. Donc les effets du mouvement, ils sont rejetés dans les bandes latérales, dans toute cette structure complexe. Et donc ça élimine vraiment les effets du mouvement d'une manière assez drastique, sachant qu'en plus, là-dedans, il faut des atomes refroidis par laser, comme pour la génération précédente. Voilà, donc on confine les atomes, et quand on arrive dans cette situation, on gagne vraiment énormément. En contrepartie, il faut gérer les effets du piège, mais justement, les physiciens atomiques savent choisir des transitions, identifier des transitions astucieuses et des configurations qui permettent de faire ça. Donc dans ces horloges-là, maintenant, on atteint des exactitudes qui vont jusqu'à 10-18. Donc ça veut dire une erreur inférieure à 1 seconde sur l'âge de l'univers, qui vaut à nouveau 14 milliards d'années. Voilà. Donc voilà des exemples. Donc il y a 2 grandes catégories. Il y a des horloges comme ça qui fonctionnent avec des ions. Donc les ions, ils ont une charge, donc on peut les piéger fortement grâce à la charge et à des champs oscillants. Donc ça peut être fait avec par exemple des objets, des électrodes micro-fabriquées. Voilà, comme dans cet exemple du NIST aux États-Unis, ou ça peut être fait avec des petites électrodes, on va dire plus traditionnelles, comme dans cet exemple APTB. Et puis il y a un autre type d'horloge qui utilise des atomes neutres, donc c'est ce qu'on appelle les horloges à réseau optique. Donc ici, en fait, les atomes, c'est ce que je montrais dans le schéma précédent, ce qui fait le confinement, c'est le fait que c'est une onde laser intense qui permet de piéger les atomes. Donc les atomes sont piégés par l'onde intense bleue et ensuite interrogés par un laser ultra stable rouge, et on sait faire tout ça. Ça paraît contre-intuitif, piéger fort, on dit que ça va être catastrophique. En toute généralité, ça l'est, sauf qu'on arrive à trouver des transitions et des conditions astucieuses où en fait, on s'en sort très très bien. Donc voilà, là c'est l'exemple avec l'atome de strontium, et dans toutes ces horloges, voilà, des lasers tous azimuts, ça fait des belles photos. Donc les étalons de fréquence optique, donc pour bien enfoncer le clou, c'est le même schéma mais avec un laser ultra stable. Donc là c'est pas vraiment aussi simple que ça, mais la sortie c'est de la lumière laser qui oscille très vite. Alors pour l'utiliser, pendant très longtemps en fait, c'était très très compliqué, c'était un obstacle majeur. Et puis en 2000, il y a une nouvelle technologie, une autre rupture, mais un petit peu dans une autre nature, qui permet, avec des lasers en impulsion, de connecter très bien les fréquences optiques entre elles et les fréquences optiques au domaine micro-ondes. Donc avec cet objet que malheureusement je n'ai pas le temps de détailler, en gros on peut, comme première utilisation des étalons optiques, prendre la sortie, la diviser de manière très très précise pour arriver au niveau micro-ondes. Donc on a un signal micro-ondes mais qui est connecté à la transition optique, et l'utiliser dans tout ce que j'ai décrit. Et d'ailleurs, dans notre labo, on a été pionnier pour faire ça, à savoir faire des étalonnages du temps atomique international avec une horloge optique convertie dans le domaine micro-ondes, et puis ensuite utilisée comme les horloges à césium. Alors, je vais bientôt finir. On peut vouloir faire une utilisation directe et plus ambitieuse de cette lumière ultra stable, et donc pour ça, il y a quelque chose de très très puissant qui s'est développé dans les 10 dernières années, qui est de propager ce genre de lumière dans de la fibre optique. Donc là, je ne rentre pas dans le détail, la fibre optique, c'est un cœur de l'ordre de 10 microns de silice, donc là on parle de la fibre optique qui est utilisée pour les télécommunications, donc maintenant il y en a partout. Et ce genre de signal, on sait le propager, on sait mesurer les perturbations pour les compenser et délivrer à l'utilisateur un signal aussi bon que celui de départ, à condition de compenser quand même des pertes assez colossales en puissance. Ça paraît dingue au début, et en fait ça peut être fait très très bien, et même c'est une technologie qui vient dans les quelques dernières années là d'être transférée à un industriel français. Donc voilà, là, du concept à la réalité, je ne rentre pas plus dans le détail, des tas de choses compliquées, mais encore une fois qui peuvent être industrialisées. Et donc avec ça, on a pu faire une expérience pionnière de comparaison d'horloges optiques par fibre optique,
à l'échelle internationale. Donc vous voyez, France-Allemagne, 1400 km de fibre. Et en gros, pour faire simple, en 1 seconde, avec cette méthode-là, on se compare aussi bien que les satellites en 1 jour. Et ça veut dire concrètement qu'on peut se comparer à ces distances-là au niveau de 10-18, voire 10-19. Donc vous comprenez bien que c'est très très prometteur. Donc c'est en France, en Europe et ailleurs, bien sûr, c'est en cours de construction, de pérennisation, mais bon, c'est lourd, donc voilà. Et avant mon dernier transparent, je voudrais mentionner très brièvement que le gain en exactitude peut conduire à des nouvelles applications. Et là, je vais donner l'exemple de la géodésie chronométrique. Donc, je reviens sur cette figure que vous reconnaissez peut-être. L'espace-temps et les propriétés de l'espace-temps sont modifiées au voisinage des masses. 2 horloges identiques dans des potentiels différents semblent, lorsqu'elles sont comparées, avoir une fréquence différente. Donc en fait, on peut voir cette situation d'une manière différente et se dire que les comparaisons d'horloges distantes peuvent être un outil de connaissance du potentiel de gravitation. Et l'ordre de grandeur, c'est 10-18. Je vous ai montré que 10-18, c'était une réalité avec la nouvelle génération. Ça équivaut à 1 cm en hauteur. Et 1 cm en hauteur, c'est vraiment intéressant. Ça donne une méthode potentielle complémentaire par rapport aux autres méthodes qui permettent de connaître les irrégularités de la Terre, donc la géologie spatiale, l'altimétrie, etc. Mais c'est vraiment une méthode différente qui a un aspect spécifique. Toutefois, ça reste quelque chose d'émergent, donc il faut quand même développer complètement les technologies pour avoir des horloges transportables, des méthodes de comparaison qui idéalement vont partout, et pas seulement à l'échelle continentale, pas seulement là où il y a de la fibre, donc on voudrait 10-18 partout, et puis il faut définir quels sont les endroits, les expériences pilotes les plus intéressantes, mais ça peut ensuite apporter des choses à la connaissance du référentiel de gravitation de la Terre, qui ensuite a tout un tas d'implications en sciences de la Terre. Donc pour conclure, ce que je vous ai montré peut se résumer sur ce graphique, où en noir vous avez la progression des étalons micro-ondes basés sur le césium jusqu'à pratiquement 10-16, les valeurs au-delà duquel on pense que ce sera difficile d'aller. Et depuis un peu plus d'une décennie, maintenant, il y a une progression phénoménale des étalons optiques jusqu'à surpasser en incertitude les étalons micro-ondes par 2 ordres de grandeur. Donc évidemment, ça suggère la possibilité d'une rediffusion de la seconde à partir de transitions optiques. Donc les gens y pensent, donc ça peut être quelque chose qui ressemble beaucoup à celle avec le césium. Au lieu de choisir le césium et la transition micro-ondes, on choisit tel atome et la transition optique. Bon, on peut imaginer des choses plus compliquées ou des définitions également plus fondamentales, mais il faut quand même voir, étant donné ce que je vous ai raconté, qu'il y a aussi des choses vraiment bien concrètes, amener le temps atomique international au niveau où il est, ou mieux aux utilisateurs, etc. Donc il faut être très exigeant avec les propositions théoriques, c'est est-ce qu'elles peuvent vraiment se traduire dans la réalité. Et il faut que les étalons optiques soient prêts, parce que vous voyez bien que ce que j'ai décrit, le temps atomique, etc., ça nécessite une opérabilité, voilà, une vraie capacité pérenne, que plusieurs instituts fassent un service pérenne pour le TAI, etc. Donc ça, il faut faire la preuve avant de changer. Et puis, c'est pas forcément la moindre des choses. Il y a plein d'espèces atomiques utilisées, possibles. C'est très dynamique. On n'est pas sûr lequel est le meilleur. Donc, il va falloir dégager un consensus. Et puis, essayer de faire un choix qui dure longtemps. Donc, peut-être qu'il ne faut pas trop se presser le temps que voilà, le domaine se tasse, parce qu'il y a vraiment des potentialités de continuer. Et puis choisir, quand on est vraiment sûr que ça durera longtemps, c'est-à-dire 50 ans. L'année dernière, c'était les 50 ans de la définition basée sur le césium. Voilà, merci pour votre attention.